nous allons écouter Gorana Mananti qui va nous parler de l'amour, du corps, de la sexualité à travers un cas de mélancolie. Gorana, à toi. Alors, je vais vous parler de l'amour dans un cas de mélancolie en essayant d'éclairer ma clinique par un travail d'un écrivain et d'un cinéaste. C'est-à-dire, mon projet, ce n'est pas de faire de la psychanalyse appliquée et d'appliquer ce qui serait ridicule de ma part, les connaissances psychanalytiques à une œuvre d'art, ce qui est absolument impossible, mais d'éclairer un peu ma lanterne, ma vessie, d'éclairer ma lanterne avec ce que la fine observation artistique, littéraire, cinématographique puisse apporter comme finesse à une observation clinique. C'est-à-dire, je vais prendre comme départ une œuvre qui a été écrite en 1927 par Joseph Kessel, Belle de jour, et qui a été ensuite filmée par Louis Buñuel avec le rôle de Catherine Deneuve, dans le rôle de Séverine. Alors, Kessel, ça continue dans le sens que Jean-Claude tout à l'heure a donné quelques indications. En 1927, c'est en plein moment de recherche freudienne sur la sexualité et l'amour, Kessel fait scandale avec son roman. Il fait scandale. Ce roman est vraiment attaqué de manière très virulente par les critiques et c'est quelque chose qui a été banni des librairies de l'époque. Donc, Joseph Kessel, qui est contemporain donc de Freud. S'il vous plaît. Où? Donc Joseph Kessel nous dit que ce que je tente avec Belle de jour, c'est de montrer le divorce terrible entre le cœur et la chair, entre un vrai, immense et tendre amour et l'exigence implacable des sens, parce qu'il tente d'expliquer à ses nombreux critiques heurtés par ce livre que son but n'était pas de montrer certaines séquences un peu pimentées, mais surtout de décrire le fonctionnement déréglé de l'amour dans un cas d'une jeune femme qui est Séverine. Donc Séverine est une jeune femme mariée à Pierre Cérisy, qui est chirurgien. C'est une femme appartenant à la haute bourgeoisie parisienne, qui vit apparemment un amour tout à fait paisible et heureux avec son mari, qu'elle aime éperdument. Ils s'aiment. Séverine est par contre frigide, elle n'éprouve aucun plaisir charnel, mais aime son mari tendrement, et ce couple trouve son équilibre de cette manière-là, avec une absence d'une entente de la chair. Donc, tout à l'heure, Jean-Claude Aguerre nous parlait de Don Juan qui changeait comme ça relativement rapidement et régulièrement d'objet d'amour. Ce divorce de chair et de l'âme, Freud nous en parle dans le clivage de la vie amoureuse chez l'homme, en disant que l'homme peut tout à fait désirer là où il n'aime pas et aimer là où il ne désire pas. Kessel s'est pris autrement à cette intuition, à cette constatation freudienne, et il essaye de nous montrer que
ce divorce entre la chair et l'âme peut exister aussi chez la femme. En tout cas, il pose la question, puisque Séverine, sans raison apparente, tout d'un coup, se décide de passer ses journées, au lieu de les passer chez ses couturières et dans les salons de mode, visitant les différents lieux de charité à Paris, elle se décide de passer ses journées dans une maison close. Donc, elle devient, dans cette maison close, chez Madame Anaïs, elle devient belle de jour, celle qui va offrir ses charmes à des clients les plus tordus les uns que les autres. Et c'est dans cet univers-là qu'elle va éprouver une jouissance sexuelle et connaître l'orgasme. Alors, c'est comme ça, sans raison apparente, que Séverine, tout d'un coup, mène une vie qui va être évidemment cachée à son mari. C'est une femme qui n'a pas besoin d'argent, c'est une femme riche. Donc elle ne va pas dans cette maison close pour arrondir les fins de mois, mais vraiment par un appel d'essence. Hein. Alors si on lit tout à fait attentivement Kessel, ou si on regarde le film aussi attentivement, on peut se rendre compte que ça n'arrive pas aussi non plus comme quelque chose de surprenant dû à un hasard, que ce comportement de Séverine s'installe progressivement et suite à un événement qui passe inaperçu, nous dit Kessel, c'est-à-dire que son mari, le chirurgien Pierre, tout d'un coup s'effondre, ce mari protecteur, sauveur, qui sauve en tant que chirurgien des médecins, en tant que médecin des enfants qu'il opère, un jour s'effondre après une intervention chirurgicale où un enfant meurt sur sa table d'opération. Il s'effondre et il est complètement désemparé. Et pour Séverine, à ce moment-là, tout s'écroule. Donc, Jean-Jacques Moskowitz, tout à l'heure, nous parlait aussi de cette... il nous parlait de la fonction paternelle et de son rôle primordial dans nos sentiments amoureux, dans la possibilité d'aimer, de ne pas aimer, et de la manière dont certaines histoires amoureuses vont être menées, va dépendre aussi du rapport à la fonction paternelle des deux protagonistes, toujours, et de la manière dont la séparation, avec ce que Lacan a appelé le grand autre, ait pu ou pas se faire, à quel point ils seront eux-mêmes suffisamment imbibés et inspirés d'amour maternel ou paternel pour pouvoir aller aimer ailleurs ou pas. Hein, il y a quelque chose que l'amour, ça ne tombe pas comme ça, il vient des générations qui nous précèdent. Alors, chez Séverine, cette fonction paternelle apparemment était assurée, cette protection paternelle était assurée par son mari Pierre. Et lorsqu'il s'effondre, écrit Kessel, le sol se dérobe sous les pieds de Séverine. Et elle prononce son nom à haute voix, il se prénomme Pierre, à plusieurs reprises, pendant de longues minutes, nous dit Kessel, comme si elle voulait remplir ce nom d'une consistance, d'une substance. Donc c'est à partir de ce moment-là que quelque chose commence à changer dans l'esprit de Séverine, et elle tombe malade. Elle tombe malade, écrit Kessel. Le lendemain, après, le couple est allé, en essayant de se divertir, dans une situation remplie quand même d'une certaine tristesse, d'une certaine douleur de cet échec, de cette opération échouée. Et qu'est-ce qu'ils sont allés voir? Ils sont allés voir Hamlet de Shakespeare.
Le lendemain, après avoir vu cette pièce, Séverine tombe gravement malade. Elle a une fièvre très très forte et pendant des jours, elle lutte contre la mort. Et après des semaines comme ça de maladie, un jour, on a des visites qui se succèdent. Il y a surtout la visite d'un personnage un peu pervers, avec certaines paroles qui sont dites et prononcées auprès de Séverine, et nous voyons bien entre quelque chose qui est une somatisation, le risque que tout le corps chute dans un processus un peu mélancolique qui s'est déclenché, entre cette mort qui est là, où elle peut complètement finir dans un trou, où elle tombe, qui est un trou sans fond, il y a quand même ces paroles d'un pervers qui donne une nouvelle impulsion à la libido de Séverine, qui commence à lutter contre cette mort. Alors, elle commence à lutter contre cette chute mélancolique en allant dans cette maison close avec cette espèce, quelque part, de défense très, très, très forte, d'une défense pratiquement maniaque de succession de situations érotisantes et érotiques. Donc, elle combat cette idée de mort en se donnant comme ça à des inconnus. Elle cherche dans l'éros, dans l'érotisme, que son mari n'arrivait pas du tout à provoquer chez elle, quelque chose où elle se récupère face à la mort possible. Alors voilà, ça c'est pour Séverine. Alors, ce roman qui est fin, chaque détail est cliniquement d'une richesse et d'une importance, puisqu'il nous indique des pistes qui peuvent nous vraiment aider à départir parfois la mélancolie, la dépression, pas pour donner des étiquettes qui seraient ridicules de notre part, mais pour savoir quelle structure nous avons en face lorsque nous travaillons avec un patient, pour pouvoir diriger la cure et ne pas rompre le transfert. Parce que on peut détruire le transfert en pensant qu'un patient mélancolique et hystérique, c'est-à-dire on va souligner autre chose, on va essayer, par exemple, on peut essayer de faire des séances courtes avec un mélancolique, parfois c'est pas possible, enfin, ou vice-versa avec un hystérique, on peut, voilà, ça nous montre comment cheminer pour que le travail puisse continuer tout simplement cette indication de la structure. Alors, je vais vous parler d'une patiente que j'ai reçue et qui m'a été adressée par un généraliste, une jeune femme qui avait 23 ans à l'époque où elle était venue me voir. Elle était adressée par son médecin généraliste qui m'a téléphoné en me disant « Voici une jeune fille brillante, brillantissime, mais perdue dans la postmodernité et dans les libertés que l'amour peut offrir aujourd'hui, avec un nombre, il me dit, d'amants assez impressionnant, mais après tout, la liberté sexuelle oblige. Pourquoi pas, elle est adorable, elle a eu déjà quelques épisodes dépressifs, elle était hospitalisée à un moment, mais voilà, c'est une hystérique qui fiche un peu le bazar partout où elle passe, donc voilà, je te l'adresse. Et je reçois cette jeune femme que je vais appeler Alice, qui effectivement est une jeune femme brillante. Elle a en poche un diplôme d'une grande école. Elle a déjà trouvé un poste dans une administration. Elle a passé, elle a été nommée comme des gens qui font des grandes écoles. Elle a eu un poste dans une administration d'État et elle est belle. Elle a eu un prix, le premier prix de conservatoire en musique. Elle est musicienne. Elle est vraiment quelqu'un de très, très, très intéressant.
Et elle me dit que voilà, depuis quelque temps, depuis une rupture amoureuse, donc la séparation et rupture amoureuse, elle n'arrive absolument plus à se remettre. Elle était avec un garçon qui s'appelait Pierre aussi, comme Pierre de Séverine, et ce Pierre, un jour, l'a laissé tomber, il l'a laissé tomber, et elle le voit maintenant partout. Elle dit, lorsque je suis dans le métro, je le vois sur le quai d'en face, presque j'ai envie de courir, d'enjamber les voies et puis je cours et je ne le trouve pas, et puis je le rencontre dans la rue. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre d'un deuil, là, avec une impossibilité de ce deuil et des hallucinations pratiquement, parce qu'elle le voit partout dans la rue. Elle se jette dans les bras des inconnus et elle est comme ça extrêmement perdue. Donc j'ai déjà une petite indication que c'est peut-être un peu plus sérieux qu'une dépression d'une jeune fille brillante. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent à quoi nous avons affaire ici. Alors un jour, elle me dit qu'elle change d'amant comme ça parce qu'elle veut être comme un homme, elle veut être libre. Elle veut être, voilà, Don Juan elle-même. Elle dit que, pourquoi pas, elle se sert des garçons, ils lui procurent une grande jouissance, les rapports sexuels, voilà, ça égaye sa vie. Et puis, voilà, elle aime bien se sentir désirée, et puis changer parce qu'après, ça se gâche. Tout se gâche si nous continuons. Il y a forcément ces déceptions dont elle ne veut pas. Elle ne veut pas de déception, cette femme. Donc, elle me dit ça, elle commence à séduire, je travaille à l'époque boulevard Saint-Michel, elle séduit les vendeurs, les garçons de café, tout le monde autour un peu du cabinet. Les jeunes gens, je pense, sont enfin tous passés un peu par ses bras, j'étais dans ses bras, et voilà que j'essaye un peu de lui dire, écoutez, doucement, voyons. Hein. Elle me traite de vieux jeu, de vieux schnock, enfin elle me dit que je suis vraiment, que son généraliste lui avait dit que j'étais souple, et quelqu'un comme ça d'assez quand même pas rigide, parce qu'elle a vu déjà des psychanalystes, et puis ça s'est transformé en catastrophe, parce qu'évidemment, et que c'était pas vrai, etc. J'arrive quand même à rattraper les choses, et enfin, voilà, les choses se développent un peu comme ça. Et un jour, par ailleurs, elle est très généreuse. C'est une fille très, très généreuse. Elle participe à des œuvres aussi de charité, comme La Belle de Jour. Hein. Et puis, un jour, elle me dit qu'elle avait donné tout son salaire. Elle ne peut pas payer sa séance. Elle a donné tout son salaire, en entier, à un mendiant dans la rue. Bon, donc c'est très bien, les pauvres. Je lui demande qu'est-ce que je me demande aussi, qu'est-ce qui lui a pris, que se passe-t-il quand même là? Et encore une fois, mon cher Kessel m'aide, Joseph Kessel, qui d'ailleurs a écrit Le Chant des partisans, si vous vous rappelez bien, c'était un journaliste, reporter pendant la guerre d'Espagne, c'est quelqu'un quand même qui a vu des choses et qui connaît quand même pas mal la politique du désir aussi, et désir de la politique. Et Kessel m'éclaire parce que je trouve chez lui un passage où il décrit Séverine donnant de l'argent tout d'un coup, une somme importante, à un pauvre ouvrier qu'elle rencontre sur les quais de la Seine. Et Kessel écrit que Séverine donne cet argent à ce pauvre ouvrier qu'elle voit travaillant durement, sûrement pour un salaire assez réduit, avec un secret espoir qui pourrait comme ça venir la voir dans la maison close. Donc, voilà, c'est un éclairage. Et
effectivement, cet éclairage me conduit à, dans la cure, poser comme ça quelques questions à ma patiente sur comment se passent plus un peu en détail ces rencontres quotidiennes, pratiquement, qu'elle a avec des hommes. Elle me dit que parfois, elle leur demande de l'argent aux hommes. Certains, parce qu'elle n'a vraiment pas l'air d'une prostituée, elle est extrêmement classique. C'est comme vraiment Belle de jour, il y a ce côté bourgeois, affiché, très BCBG, pas du tout comme certaines jeunes filles peuvent être dans la séduction franche. Elle n'est pas dans la séduction comme ça franche. Elle me dit qu'elle est obligée de s'habiller comme ça pour son travail, parce qu'à son travail, il faut être absolument sérieux, mais qu'elle n'arrive pas à garder ce sérieux parce que tout le monde rigole. Parfois, lorsque elle me dit elle a le trac et à son travail, pour calmer ses maux de ventre, au milieu d'une réunion, elle se couche par terre, elle me dit excusez-moi, il n'y a que ça qui me calme mes douleurs. Enfin bon, donc il y a quelque chose chez Mélancolique aussi qui peut rire les autres et qui ne le fait pas rire lui, du tout, ça le fait souffrir. Hein. Et donc, elle a quand même des blâmes. Il commence à dire qu'elle est un petit peu quand même bizarre, cette femme, et comment elle peut accomplir des fonctions. Donc voilà, il y a des remue-ménages quand même aussi à son travail. Elle risque de perdre son poste. Enfin, elle est, heureusement, Dieu merci, elle est fonctionnaire. Donc bon, ça c'est un petit peu quand même assuré de ce côté-là. Et elle paye comme ça, elle donne à ce mendiant de l'argent pour qu'il quand même vienne la voir, et en même temps elle se fait payer par certains mecs qui s'exécutent. C'est pas convenu dès le départ, c'est après. Elle leur demande après de la payer, et certains tombent amoureux d'elle, évidemment, veulent la sauver. Et là, on a aussi chez Freud des indications, lorsqu'il travaille sur les fantasmes, sur le clivage de la vie amoureuse, il travaille aussi sur ce fantasme du sauveur, hein, qui existe chez la femme et chez l'homme, et il dit que c'est pratiquement un fantasme universel, et que derrière ce fantasme du sauveur se cache, du Freud comme ça, tout simplement, le désir de faire un enfant à son père ou à sa mère. Donc il y a quand même l'inceste quelque part qui est dans l'arrière-plan, et dans cette multiplication de partenaires, lorsqu'on se pose la question aussi aujourd'hui, pourquoi l'infidélité fait autant mal? Pourquoi nous souffrons tellement tous d'infidélité, qu'on le veuille ou pas? Il y a une douleur qui se déclenche dans des cas d'infidélité. Je pense qu'elle peut aussi être liée à la proximité d'un désir incestueux ou à la proximité d'un inceste possible, puisque l'infidèle peut toujours avoir eu commerce à quelqu'un de la famille. Hein. Il y a quelque chose peut-être où aussi l'inceste peut l'interdit d'inceste peut s'écrouler. Hein. Comme ça, il y a quand même une menace. Comme il existe dans la prostitution ce secret désir de vouloir rencontrer le père parmi tous les clients, hein, parce que c'est des inconnus parfaits. Hein, c'est des inconnus parfaits. Alors, chez Séverine, l'héroïne de Kessel, donc sur l'écran par Catherine Deneuve, il y a un des hommes, un voyou qui tombe amoureux d'elle. Il est joué magnifiquement par Jean-Pierre Clémenti dans Belle de jour, et il tombe amoureux d'elle, il veut la sauver, et puis il se rend compte, il la suit dans la rue lorsqu'elle rentre chez elle, et il se rend compte qu'elle est mariée, il vient la voir, il est fou amoureux d'elle, et il s'attaque, il agresse son mari et le blesse de manière que Pierre Cérisy devient tétraplégique. Donc il est dans un fauteuil roulant. Alors nous avons d'un côté le mari devenu impuissant, comme dans Lady Chatterley, si vous vous rappelez, il est dans un fauteuil roulant, il est impuissant,
Et de l'autre côté, il y a le voyou, c'est vraiment le fantasme de père mort et de père vivant. L'Oedipe est dédoublé et mis en place pour que ça tienne. Il y a du père mort et il y a du père vivant, puissant et impuissant. C'est vraiment le clivage comme ça qui se met en place pour soutenir encore quelque chose du paternel. Quelque chose du paternel. Alors Séverine est comme ça entre un père impuissant et ce voyou puissant, et puis c'est elle qui continue à s'occuper, alors être dévouée et à sauver Pierre qui l'a sauvé avant. Donc Kessel nous pose aussi la question de la dynamique fantasmatique et de la dynamique des rôles qui s'échangent. Parce qu'il y en a un qui est fort, l'autre est faible, et comment ça se met en place pour que l'un des deux soit l'enfant de l'autre, hein, quelque part l'enfant de l'autre. Alors chez ma patiente, les choses commence un peu à s'éclaircir dans ce travail, puisqu'elle vient régulièrement et elle associe, elle rêve, et un jour, elle me dit, suite à un rêve, elle fait un rêve où il y a une image, c'est presque pas un rêve, une image avec 2 boutons de rose sur une branche, sur un rosier. Et elle associe ça à une photo qu'elle avait vue dans un album de famille et que était pour elle toujours énigmatique. Elle me dit qu'elle ne savait pas pourquoi l'album de famille commençait par cette énorme photo en noir et blanc. Et elle me dit, un jour, cette énigme a été levée, puisque j'ai trouvé, ma mère a oublié le livret de famille à la poste, elle m'a dit, retourne, va à la poste chercher mon livret de famille, elle va chercher Alice le livret de famille à la poste, et elle l'ouvre, elle regarde comme tous les enfants, enfin elle a presque 14 ans à l'époque. Elle regarde, elle voit son prénom, qui est un prénom composé dans la réalité, avec mention décédé. Donc elle a un malaise, elle risque de... Vraiment, elle se trouve très très mal. Elle demande des explications à sa mère, et sa mère lui dit qu'effectivement, elle a eu 2 sœurs jumelles nées avant elle, qui ont décédé 2-3 jours après leur naissance. Donc les parents n'ont trouvé rien de mieux que donner à l'enfant, c'est-à-dire ma patiente, le prénom des 2 jumelles décédées, et de ne pas... Donc elle est un à elle-même, hein. C'est elle le phallus, c'est vraiment le phallus qui, comme disait Jean-Claude Aguerre tout à l'heure, c'est elle qui doit être le phallus, c'est-à-dire le fétiche, le phallus érigé toujours, qui se dégonfle jamais. Elle doit toujours être ce que fétiche nous assure, être de pierre. C'est ça, ne faillir jamais. Parce que si ça faillit, c'est le risque de la chute d'un abîme complet. C'est-à-dire, c'est la chute, le père n'est plus là, s'il a plu. Puisque le père d'Oedipe n'est pas encore symbolique mis en place, nous avons, je pense, uniquement encore à faire un père totémique. Ce père totémique, c'est-à-dire que le père n'est pas encore suffisamment métaphorisé, et son nom n'est pas tout à fait encore, n'appartient pas au sujet encore. Le sujet le porte, peut-être que le père lui a donné, mais il n'ose pas encore le prendre, il n'ose pas tuer ce père qui lui-même est peut-être dangereux. Alors, comment les choses se dénouent pour ma patiente dans son analyse? Elle continue son travail, elle continue à rêver, et tout en maintenant cette activité quand même extrêmement sexuelle, extrêmement préoccupante. Elle continue à rêver, et un jour elle fait un cauchemar où elle se trouve dans une voiture enfermée,
et qu'elle ne peut pas sortir. C'était un moment où un été où il y a eu des cas comme ça d'enfants enfermés, laissés dans une voiture, morts, parce qu'on les a oubliés, voilà. Donc, suite à l'apparition de ces faits divers, elle fait ce cauchemar-là, et je l'invite à travailler sur ce cauchemar, et ça lui rappelle des moments, elle me dit, elle associe tout d'un coup, un moment, parce qu'elle fait aussi de l'autostop, et parfois je lui dis que quand même la nuit tard, je ne sais plus où elle va, vers, je ne sais pas, vers Saint-Cloud, vers Versailles, quand même la nuit prendre faire de l'autostop, bon c'est quelque chose quand même de particulier, parfois je l'invite à un peu de prudence, pensez-vous, et ça sert strictement vraiment à rien, et puis elle me dit, ah ça me fait rire, parce qu'un jour, voilà, mon père, il y a une autostoppeuse qui a arrêté mon père s'est arrêté, il a voulu la prendre, et elle lui a dit, bah écoutez, vous êtes fou, vous voyez pas qu'il y a des enfants dans la voiture. Donc c'était au bois de Boulogne. Donc l'autostoppeuse était une prostituée de la bois de Boulogne, et elle rit, Alice rit, puisqu'elle dit, mon père ne s'était pas du tout aperçu que c'était une prostituée. Mais, suite à ça, il y a des choses qui commencent à apparaître tout à coup dans l'analyse. Elle se rappelle que lorsqu'elle rentrait de l'école, elle trouvait souvent son père regardant des films porno et qu'il n'éteignait pas la télévision au moment où elle arrivait. Et certains, comme ça, comportements un peu bons, qui était, il n'y a pas eu de passage à l'acte sur elle, vraiment, mais un peu comme ça, quelque chose d'un peu flou, ambigu. Et elle, suite à ça, elle continue des associations sur tout un laps de temps relativement long pour arriver à ce que Freud nous dit, à reconstruire peut-être un événement d'enfance qui va présenter un virement dans la cure. Finalement, elle, en examinant de plus près la situation, elle se dit que cette situation avec cette autostoppeuse a dû se produire à plusieurs reprises, pas uniquement une seule fois. Et que son père, probablement en amenant les enfants à l'école ou en les ramenant de l'école avec sa voiture, elle a un frère et une sœur, les enfermer dans la voiture, les laisser dans la voiture pendant qu'il allait voir une dame, ou peut-être un homme, je ne sais rien, dans les bosquets derrière. Donc il y a quelque chose qui se reconstruit de ce souvenir traumatisant, du traumatisme de la séduction paternelle. Alors, le virement est où ? Dans son analyse, le virement est qu'à partir de ce moment-là, son activité séductrice, comme ça, commence à baisser. Elle se pose la question si c'est elle qui règne comme un homme, comme elle dit, c'est elle qui séduit, ou si elle est séduite. Elle commence à se poser cette question-là, qui est quand même, rien que de la poser, c'est une question excellente, puisque nous savons très bien que le père est un premier séducteur, puisqu'il nous sauve de l'espace maternel, mais que cette séduction, et qu'on doit séduire aussi le père pour se faire aimer, quand même du père, pour ne pas être puni par la castration, quelque part, et que c'est la question qui est séduit par qui. La séduction par le père est toujours, si vous voulez, ambiguë. Et, c'est la séduction de, est-ce que c'est l'enfant qui est séduit, est-ce que c'est le père qui séduit? Enfin, il y a une certaine ambiguïté. La question est posée et elle commence tout d'un coup à dire que c'est elle qui est finalement séduite et que c'est elle qui s'offre comme un objet pour qu'il y ait du père qui l'aime. Hein, c'est quelque chose pour plaire à ce père quelque part. Alors voilà, donc
ça s'espace. Cette jeune femme, elle avait tout, pendant toute cette période, des mouvements et des moments suicidaires. Elle voulait se pendre tous les 4 matins parce que ça provoquait une énorme culpabilité, évidemment. Cette attitude qu'elle avait dans la vie de séduire et de laisser tomber aussi des hommes. Et puis, bon, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. J'ai appris aussi qu'à 18 ans, elle avait été hospitalisée, on l'avait hospitalisée en pédiatrie suite à un épisode comme ça aussi maniaque, finalement, où elle a essayé de s'électrocuter dans sa baignoire. Heureusement que les plombs ont sauté, disons. Enfin, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc, il y a quand même quelque chose qui nous assure qu'ils ne sont plus dans une dépression, mais qu'il s'agit vraiment d'une mélancolie avec ses accès maniaques comme défense et une tentative de maîtriser un moment traumatisant qu'il a quand même, qui s'est inscrit dans tout un pan de déterminisme historique et où il y a eu aussi un soi subjectif d'une position comme ça, d'une certaine position peut-être finalement de victime. Alors, pour La Belle de jour, pour revenir à ce livre de Kessel, La Belle de jour est, je pense qu'on le voit aussi à la fin du film, mais c'est juste des images comme ça, coupées. C'est pas une scène, mais c'est certaines images comme des flashs qui apparaissent dans le film et qui sont un peu parsemées, d'après ce que je me rappelle. Reconstruite, elle donne une scène de viol d'enfant. Chez Kessel, cette scène est dans le prologue. Séverine, enfant, jouait dans sa chambre. Il y avait un ouvrier qui était là et qui faisait des travaux dans la maison. Cet ouvrier abusait d'elle. Il n'y avait personne autour. Il a laissé étalée sur le sol du couloir. La gouvernante est venue, elle a pensé que Séverine avait glissé et qu'elle a perdu connaissance parce qu'elle était tombée. Ce qui lui a été dit, et Kessel dit, on lui a dit qu'elle avait glissé, elle a cru aussi qu'elle avait glissé. C'est-à-dire, il y a un traumatisme réel qui coïncide avec le fantasme de séduction, qui arrête la dynamique signifiante, qui fige un moment complètement en l'isolant du reste de la chaîne signifiante qui doit avoir son dynamisme dans les 4 discours, le retrouver pour qu'on puisse fonctionner avec nos hauts et nos bas dans nos fantasmes qui sont toujours des fantasmes quand même où il y a toujours un meurtre du père quand même qui est au cœur, mais sans passer à l'acte. Tandis que là, le fantasme étant devenu la réalité, maintenant, il y a une exigence que l'acte se répète pour pouvoir maîtriser une réalité qui était immaîtrisable. Voilà. Merci. Très bien, merci. Encore une autre approche sur cette question de l'amour, une approche à la fois littéraire et clinique avec un va-et-vient entre les deux, hein, Gorana, où tu montres bien ce qui, je trouve, vraiment intéressant et qui me touche personnellement beaucoup, c'est comment un écrivain, une œuvre, peut éclairer, en effet, des moments pour le clinicien, des moments par rapport à des patients, puisque personnellement ça m'est déjà arrivé grâce à Virginia Woolf de trouver des choses que j'aurais jamais trouvées par rapport à ma clinique, hein. Voilà. Comme quoi la lecture, parce qu'il s'agit de lire, qu'est-ce qu'on fait quand on est psychanalyste? Moi je dis que souvent on fait une lecture, hein. Une lecture
c'est savoir lire aussi, être analyste. Et là, on en a une illustration vraiment convaincante. Alors, moi, je voudrais revenir et te questionner, parce qu'il me semble que ce que tu amènes sur la constitution, je dirais, du séducteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où se déploie, pour cette patiente, un père consistant comme séducteur, à partir du père totémique. Hein. C'est-à-dire que là où il y avait, il n'y avait pas de différence entre le père, l'impuissant et le puissant. Enfin, il n'y avait pas vraiment une symbolisation du père, il me semble, hein, que le père n'était pas suffisamment symbolisé. Oui. Je ne dirais pas qu'il n'était pas symbolisé tout court, mais pas suffisamment, hein, c'est une nuance. Et qu'il était pris du côté du père totémique, et justement que du côté de la constitution d'un père qui puisse se symboliser, il faut en passer par un père imaginaire. Hein. Et tant que ce père imaginaire n'est pas déployé, ne prend pas sa consistance, si j'ai bien compris hein, ce que tu amènes, et ce qui rejoint même ce que je pense aussi d'ailleurs, c'est que dans la cure, il y a eu une possibilité, voilà, que ce père imaginaire puisse se déployer. Voilà. C'est-à-dire que le séducteur, en gros, tout d'un coup, on a un père imaginaire qui se construit, qui se déploie, et face auquel ta patiente va, j'allais dire, fantasmer, subjectiver quelque chose. Et du coup, c'est ce père qui commence à consister comme séducteur, qui justement peut être tué. C'est-à-dire qu'à quoi tuer sinon hein. On ne peut pas ourdir un meurtre comme ça. Hein. Il faut bien que ça puisse s'imaginariser, devenir consistant dans la cure. Hein. Voilà. C'est ça qui me semble intéressant. Et que le déploiement du père imaginaire, du séducteur, est fondamental à repérer, justement, par rapport à un meurtre possible qui ne ferait plus chuter dans la mélancolie. Voilà. Parce qu'il me semble qu'il y a meurtre et meurtre, justement. Enfin, hein, que dans le cas de cette patiente, il y a un meurtre qui était avant la constitution de ce père séducteur. Le meurtre n'était pas symbolisable. Hein. Elle faisait chuter ses amants ou ses partenaires qu'elle payait dans son fantasme de prostitution comme du père totémique. C'est-à-dire qu'il y avait du père qui chutait, on est d'accord, mais c'était un père qui ne laissait plus aucun appui. Hein. Elle chutait avec, je dirais. C'est-à-dire que voilà, qu'à partir du moment où ce père-là était tué dans le fantasme, hein, il y avait comme un trou dans lequel elle-même s'engouffrait et qui provoquait la manie, hein, qui provoquait sa crise maniaque pour se raccrocher, c'est-à-dire pour ne pas chuter entièrement dans le trou. Hein, voilà. Et qu'à partir du moment où ce père imaginaire se met à consister, le meurtre du père peut, je dirais, se métaboliser. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'un deuil, enfin, je dirais comme dirait, je crois que c'est Pommier qui en parle dans le cas d'Althusser, ourdir le meurtre du père, c'est toujours possible. Le problème, c'est où est-ce qu'on met le corps. Bon, on peut le tuer, mais la symbolisation de ce meurtre, c'est ça qui pose problème dans la mélancolie, justement. Or, ce que tu dis, et il me semble que c'est très clair dans ton exposé, et moi, c'est là où j'apprends quelque chose, où ça m'apporte une lumière, c'est que dans la constitution de ce père fantasmatique, de ce séducteur, le meurtre n'est plus ravageant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut se symboliser d'un père séducteur quant à son meurtre, voilà, quant à son fantasme de meurtre. Hein, voilà. Oui, parce que c'est moins violent aussi, parce que dans ce que nous avons dans la mélancolie, c'est cette recherche d'un absolu. C'est l'absolu, c'est-à-dire celui qui a séduire est un père absolu. Voilà. Elle est la séductrice absolue. C'est ça. Rien n'est relativisé. Et ce qui a déjà été dit pour Don Juan et ce qui a été dit dans l'exposé de Jean-Jacques, cette question de deuil et le lien entre l'amour est possible et le deuil, alors, est tout à fait essentiel. Comment faire le deuil de quelque chose qui n'a jamais existé? C'est ça la question, ce qui n'a jamais vraiment pris place. Parce que
Ce que dit Freud, c'est que dans le deuil normal, dans la dépression, l'endeuillé sait très bien ce qu'il a perdu, tandis que dans la mélancolie, tout est inconscient. Hein? Il n'y a pas que la question des reproches du surmoi, il y a que ça reste inconscient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste inconscient de l'amour possible de l'autre, qui est pris ailleurs, Et chez ma patiente, c'était pris dans le deuil de ces deux jumelles, c'était envahi, il n'y avait pas de place. C'est-à-dire c'est son corps qui devenait le fétiche, son corps qui chute, qui allait boucher la castration maternelle. Parce que on parle toujours de la castration, mais il y a deux plans de la castration, et dans la clinique c'est extrêmement important, c'est essentiel je pense pour notre clinique de différencier lorsqu'il s'agit de la jouissance de l'autre, du grand autre, maternel et social, ou de la jouissance du sujet propre. Parce que lorsqu'il s'agit de la jouissance du grand autre, on est dans le sacrificiel. Et il y a quelque chose comme ça, après, évidemment, la Shoah, etc., qui est potentialisé et amplifié dans ce sacrifice au Dieu obscur, au nom d'un absolu. Ils l'ont fait aussi au nom d'un absolu, quand même. Les Allemands, c'est toujours au nom d'une pureté absolue. Il y a une pureté qui est quand même sa mère, la propreté, etc. Là, tout était vraiment il y a quelque chose d'une pureté qui cache son inverse, son contraire, puisque l'inconscient ne connaît pas le contraire, d'une saleté, c'est-à-dire absolue. Elle doit devenir le cadavre qui va boucher la castration maternelle. Il ne s'agit pas de sa propre castration, elle n'en était pas encore là. Elle paye quelque chose de son corps, c'est-à-dire elle est dans la jouissance de l'autre. Donc, par rapport aussi à la victime, elle est la victime, elle consentit d'être la victime. Elle est sa propre victime aussi, parce qu'elle y consentit. Et sa responsabilité, ce qui est extrêmement important de parler de cette responsabilité, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Jacques, cette responsabilité du sujet est aussi apprendre à discerner où il s'est fait complice de sa propre mort, de sa propre disparition et de son propre sacrifice, pas uniquement dans les grands moments, dans les tout petits moments comme ça de la vie, parce que ça peut entraîner des choses relativement loin. Alors, la chute, chez le mélancolique, le cadavre, c'est lui-même, parce qu'il est lui-même son père. Il se tue, lui, en tant que père, parce qu'il n'y a pas eu... Il était à la place du père. Il y a eu lui et la mère. Le père, il était là, mais on ne sait pas, très peu. La mère dit pratiquement pas. Enfin, il y a quelque chose là qui est de l'absence, de la reconnaissance de l'autre, aussi, du masculin aussi, du paternel, qui peut tout à fait et de la possibilité d'être séduite. Et la possibilité d'être séduite et de ce désir quand même que tout reste virtuel et que la confrontation aussi à la castration soit évitée. C'est-à-dire le matériel, le rôle de l'homme dans la procréation est complètement zappé. C'est ça. Mais la constitution, je reviens là-dessus, parce que tu confirmes ce que je pensais, c'est-à-dire que la constitution du père séducteur, grâce au déploiement du travail de la cure, permet de ne plus avoir affaire à ce père absolu. C'est-à-dire que c'est plus du père absolu dont il est question, c'est un père qui passe au fantasme, qui passe du côté du fantasme, qui se met à rentrer en fonction, en tant que séducteur, mais qui du coup est déjà du côté du père mort, est déjà de ce côté-là. Et c'est grâce à ça qu'il y a un commerce fantasmatique possible avec ce père, et du coup, en effet, non pas le duel à mort, parce que c'était un duel à mort, en fait, comme tu dis, c'est-à-dire qu'elle tue, mais elle se tue, elle chute avec, c'est un duel absolu,
Et là, on a affaire à un père qui chute, mais qui n'entraîne pas toutes, hein, elle-même, mais qui retentit comme une possibilité de symboliser hein, cette chute-là elle-même. Voilà. Alors, la question quand même qui se pose, c'est ce commerce de l'argent. Parce que, tu en as parlé, hein, elle fait payer, elle se fait payer. Où est-ce que tu le mettrais dans l'économie de ce cas? Elle est du côté, je pense qu'elle est du côté de cette tout à l'heure, de cette radinerie dont on a parlé aussi, de ne rien donner aussi, de se garder entier. Ou tout. Tout ou rien, oui. C'est ça. C'est ça. Elle donne tout, elle sert tout ou c'est rien. ça. C'est quand même quelque chose où, et d'ailleurs, à une reprise, elle avait interrompu sa cure au moment où je l'ai augmentée. Il y a un moment où je l'ai augmentée, mais de très peu, mais c'était très très peu, elle ne voulait plus venir. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'une impossibilité de se séparer d'une partie. Il faut que ça soit le tout ou rien. La partie, c'est impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est juste, je voulais quand même le dire, c'est que la désillusion de son père, fortement idéalisée après ses analyses, où tout d'un coup elle se souvient qu'il allait voir aussi les prostituées, etc., n'a pas abouti à la haine de ce père, mais au contraire, ça l'a humanisé et il y a quelque chose qui s'est mis en place où la haine n'était plus nécessaire pour séparer à la hache, qu'il y a quelque chose d'autre, d'une reconnaissance de l'autre qui se met en place pour tenir la distance. C'est ça, voilà. c'est ça. Oui, il ne fallait pas l'oublier ça. Hein. Oui. C'est la reconnaissance du père comme lui-même pris dans les faiblesses de l'humain. Ben voilà. Oui, voilà. Hein. Exactement. Oui. Et dans sa jouissance. Hein. Voilà. Oui. Bien. Des questions? Des remarques? Des réflexions? Elle a commencé cette histoire avec ce chat payé. Oui. Est-ce que c'était pendant l'analyse ou c'était un récit qu'elle fait, quelque chose d'avant l'analyse? Parce que toi, tu l'as fait payer normalement. Oui. Donc elle veut faire peut-être dans une identification hystérique, banale, pour soutenir un peu les coups de quelque part que ça tienne. Elle fait comme toi. Elle dit qu'elle a fait payer quelqu'un. Peut-être, c'était dans l'analyse, c'était au cours de l'analyse, c'était au cours de l'analyse, raison, oui, c'était au cours de l'analyse, oui. Elle dit, je fais payer pour qu'il y ait du désir. J'ai vu ça, mais c'est vrai que je crois que une prostituée, elle a ce fantasme que c'est son père qui va être le client prochain. Mais oui, Oui, c'est ce qu'elle a c'est dit, ça. Johanna. C'est leur père, ça, bien. Oui. C'est vrai ça, qu'il y a bien sûr. quelque chose là de désir d'inceste, mais c'est pas la question du père mort, en ce sens. Elle endosse, Mais non. elle endosse la mort Non. d'un père intuable. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on vient de dire. Oui. Le père mort, si on Non. c'est un père qui est mort depuis toujours. Qui est mort depuis toujours, mais pour elle, il est quand même incarné, il est à tuer encore, Voilà. comme s'il n'avait pas été mort, Voilà. comme s'il existait Bien sûr. en tant que méchanceté suprême Mais ou que- jouisseur oui. suprême. C'est hermétique. Le Oui. deuil chez le mélancolique, Oui. parce qu'il fait des deuils, Oui. c'est un deuil où l'objet prégénital Oui. existerait plus que chez le deuil normal. Oui, oui, En l'occurrence, là, ça serait Freud. obsession, oui, Non, sadique oral. oui, oui, Il va chercher le sadique oral. C'est nouveau, hein, c'est pas sadique anal. oui. Il va parler de sadique oral dans la mélancolie, dans son texte Oui. sur le deuil. Mm. Comme quoi, c'est la cruauté orale qui vient. Alors ça, on peut le confondre avec le côté miam-miam du père. Oui, Mais je crois que la fonction père, en tant que telle, c'est la première identification. Selon Freud, moi, je oui, crois que oui, on en a parlé déjà. oui, C'est quelque chose qui n'est justement pas dans l'ordre du pulsionnel. oui. C'est une fonction, comme dit Lacan, une fonction de pur fondement du symbolique. C'est un trou. C'est la béance primordiale du fondement du sujet qui justement, ça contredit un petit peu Freud avec le monothéisme qui serait le père primordial. Moi, j'ai pensé que c'est du zérothéisme, c'est sur un trou que se fonde la parole et l'humanité. Et que quand il y a du prégénital trop, alors à ce moment-là, ça devient quelque chose qui se teinte, quelque chose du sadique oral. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, tout à fait, oui. C'est là où on pige un peu le système pulsionnel dans l'ordre de la question du père et de l'inceste, mais où la fonction paternelle et la fonction réelle du père, c'est pas pulsionnel. Ça ne serait pas pulsionnel.
Sinon, on est dans d'autres identifications plus hystériques, plus etc. récentes, Oui, absolument. Mais je me demande, enfin, parce que je pensais à ça, Gorna, quand justement, est-ce que le fait que le père soit tout d'un coup reconnu comme fréquentant les prostituées au bois, etc., donc, parce qu'on peut le voir du côté du séducteur, mais c'est aussi tout d'un coup qu'il devient phallophore. C'est-à-dire que dans cette... Puissant. Oui, c'est-à-dire qu'il est désiré aussi, c'est-à-dire il devient désirable. Je pensais à ça parce que je pensais à Virginia Woolf justement, où son propre père n'avait jamais été investi comme un père phallophore, c'est-à-dire un père désiré, donc un père forcément castré, du côté d'un, non pas du totémique, mais du côté du père qui provoque le désir de la mère, c'est-à-dire qui attire la mère en tant que phallophore et parce que désiré. Hein. Donc c'est quand même pas la même figure de père, effectivement. C'est important parce que c'est un père qui du coup rentre dans la catégorie du père castré, et oui, forcément. Hein. Castrable, voilà. Hein. En tant qu'il est désirable aussi. Hein. Parce que oui, c'est important les deux facettes. C'est pas seulement le séducteur, c'est aussi celui qui a séduit. Hein. Qui a séduit une femme, enfin, je veux dire qui séduit les femmes. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, elle-même peut passer du coup à fille séduite. Alors que, bon. Elle est passée, d'ailleurs, elle a rencontré après un garçon, elle s'est mariée avec lui, elle vit avec, elle a des enfants, après, voilà, je ne sais pas, il y a des moments qui sont plus ou moins heureux. J'ai beaucoup craigné à la naissance des enfants, chaque fois que ça plongeait un peu, mais ça s'est rattrapé. C'est aussi une sortie peut-être de l'adolescence qui s'est faite aussi. Hein. Bon, bien sûr, beaucoup de suppositions. Bon, bien. Je vous propose. Alors, vous avez encore d'autres questions, réactions, commentaires? Non? On peut... Oui. Vous avez insisté sur bien identifier la structure mélancolique et j'ai eu l'impression que vous l'opposiez à une structure hystérique. Est-ce que c'était ce que vous avez voulu dire? Parce que est-ce que les deux ne peuvent pas être en fait intriqués? Intriqués, voilà. Mais oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par cette importance de l'identifier? Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez quelque chose à dire sur comment se fait-il que Kessel ait eu cette vision si précise? Parce qu'encore pour Virginia Woolf, on peut imaginer qu'elle avait ça en elle et que si elle met ça dans ses personnages, ça vient d'elle. Est-ce que pour Kessel, vous pensez que ça peut venir de lui aussi? Est-ce que ça peut être transféré comme ça? Ou est-ce qu'il a eu dans son entourage une femme ou quelqu'un dont il s'est inspiré pour écrire? Je ne sais pas si vous avez des éléments. Écoutez, pour Kessel, je trouve que vraiment son livre est assez génial du point de vue analytique, puisque la question qu'il pose, est-ce que c'est la femme qui... Parce que Séverine rentre dans le fantasme finalement d'un homme, parce qu'elle s'imagine que son mari pouvait jouir avec les prostituées. D'ailleurs, il lui dit qu'avant elle, il allait, c'était l'époque quand même, aller voir les prostituées. Et c'est-à-dire, elle s'imagine la jouissance d'une femme uniquement par rapport à la jouissance d'une prostituée. C'est-à-dire, il est peut-être parti de là. Moi, je me demande s'il n'est pas parti de là, de ce clivage qui le patriarcat absolument introduisait beaucoup plus que aujourd'hui, enfin, lorsqu'il est au déclin, ce clivage entre on aime une femme idéalisée et on ne désire pas là où on aime, et là où on désire la sexualité en tant qu'interdite, sale et une sexualité qui est réservée, si elle est épanouie, uniquement au bordel. Hein. Il y avait une autre question. C'était sur la mélancolie. La différence. Non, mais je pense que si vous voulez, le terme de dépression aujourd'hui c'est un fourre-tout un peu. Il est utile parce qu'il banalise parfois et dédramatise la mélancolie, mais qu'en même temps, la nécessité de séparer la névrose et la psychose dans la direction de la cure, au moins de poser l'hypothèse, peut être utile, parce que je pense que les cures de cette patiente précédente se sont cassées sur
l'idée que l'analyste avait qu'il s'agissait d'une hystérique. Avec une hystérique, on peut, si on lui fiche de gifles à une hystérique, elle se calme. Tandis qu'une mélancolique va s'écrouler. C'est tout à fait différent dans la direction de la cure. On doit progresser et mener la cure de manière complètement différente. Parce que c'est pour ne pas interrompre, pour que, si j'avais été trop brutale à certains moments, lui faire payer une séance immédiatement, ou elle ne serait pas revenue. Je devais mener ça de manière à qu'elle puisse quand même construire d'abord un appui et puis après pouvoir s'appuyer pour qu'il y ait l'effet de l'interprétation. Voilà. Oui, pour relancer le propos, parce que vous avez dit des choses passionnantes. Je voulais simplement vous dire que moi je n'ai vu que le film et je vis sur des souvenirs. Ce qui me frappe, c'est que vous n'avez pas du tout évoqué la dimension masochiste de Séverine. Enfin, indirectement, mais dès que vous avez parlé de ce film, moi, ce qui me restait, c'est une femme qui jouit masochistement. Oui, je l'ai dit un peu, j'ai donné une indication au départ avec la perversion qui s'installe comme rempart à la psychose. Tout à fait. C'est-à-dire cette dimension masochiste avec cette jouissance. Au départ, voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas insisté parce que ça m'a paru comme quelque chose, si vous voulez, qui était secondaire. Alors que dans Buñuel, en fait, semble-t-il, n'en fait pas quelque chose de secondaire. Non, c'est la jouissance dans la douleur. Belle de joie, c'est la femme qui jouit masochistement. Oui. Et ça rejoint, votre question, Anne, pour moi, est directement du côté de la cruauté mélancolique. Oui. C'est-à-dire que c'est justement aussi grâce au fait de s'éprouver comme corps souffrant que on tient. Sinon, il n'a pas de corps, le corps est à l'autre. Voilà. Le corps est à l'autre, voilà.